Nous sommes le 27 octobre, il y a 80 ans, jour pour jour, le général de Gaulle faisait de Brazzaville la capitale de la France libre à travers un manifeste. Le Congo devenait alors une tête de pont de la résistance contre l'Allemagne nazie. Le Congo célèbre aujourd'hui cet anniversaire, cérémonie officielle en présence de Jean-Yves Le Drian et de plusieurs chefs d'État, à commencer par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, cette année 2020 qualifiée année de Gaulle. Et elle rassemble pendant 3 jours plus de 10 pays francophones. Et pour en parler avec nous sur le plateau de TV5 Monde, le grand historien congolais Elika Mbokolo. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez nous éclairer sur cette page d'histoire commune entre l'Afrique et la France. Je le rappelle, vous êtes spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle de l'Afrique. Vous êtes normalien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Première question pour vous, Elika Mbokolo. Le manifeste du 27 octobre 1940 est beaucoup moins connu, en France en tout cas, que l'appel du 18 juin. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Peut-être il y a le fait que beaucoup de gens ne savent pas que Brazzaville est, presque une colonie exemplaire de la France, une des colonies les plus exemplaires, en ce sens que l'homme qui a négocié la signature du premier texte qui a lié le Congo à la France est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. C'est Savorgnan de Brazza qui donc est italien de naissance, qui est devenu français. C'est déjà, une sorte de transition très intéressante, et qui a réussi à établir des liens presque d'amitié avec le chef de cette partie de l'Afrique qui va devenir Brazzaville et Kinshasa. Ce chef était le chef du royaume Téké. On l'appelait le Makoko. Brazza avait mal entendu. C'est pas Makoko, c'est le Onko, c'est-à-dire on va dire le roi. Et donc il a réussi, ce qui est quand même assez rare parce que Brazza est loin de la côte. Mais pourquoi Brazzaville et pas une autre ville alors ? À Brazza, il y a, au moment où la guerre éclate, le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française est lui aussi une figure d'exception. Donc c'est un noir. C'est le premier noir à atteindre le niveau de gouverneur général d'une fédération. C'est un descendant d'esclaves. C'est un patriote français. Et il a résolu de ne pas, céder. Et donc de continuer la résistance et de suivre donc le général de Gaulle. Alors que à Dakar, le gouverneur général qui était là... Vous parlez de Félix Éboué, là ? Non, Félix Éboué, c'est à Brazzaville. C'est à Brazzaville. En revanche, l'autre capitale de fédération, c'est Dakar, où le gouverneur Boisson n'était pas vraiment collabo, mais enfin, il n'était pas résistant. Il n'était pas résistant. Donc, il fallait un signal fort, et le signal fort, ça a été d'aller faire ce discours à Brazzaville. À Brazzaville. Elika Mbokolo, on va regarder ensemble un sujet qui va revenir sur cet événement historique, un sujet signé Jean-Luc Eguezier. Quand il lance son fameux appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle est un homme seul, réfugié à Londres, sans armée, sans territoire. Pendant les mois suivants, le militaire va donc s'employer à rallier des soutiens pour la résistance. De Gaulle se tourne alors vers l'empire colonial et particulièrement l'Afrique. Le Tchad, le Cameroun et le Congo se rallient. Cette vaste et vaillante partie des terres françaises a décidé de se défendre et sera défendue. Sans aucun doute, d'autres partis vont prendre le même chemin. L'Empire français se lève pour faire la guerre. Voilà De Gaulle qui a autorité maintenant sur des terres, des hommes et surtout des soldats. Il est aidé en cela par des fidèles, parmi lesquels Félix Éboué, le premier gouverneur noir en France. Pour consolider sa position, il proclame le manifeste du 27 octobre 1940 qui délégitime les autorités de la métropole. Il crée le Conseil de défense de l'Empire. C'est un premier gouvernement pour la France libre. Brazzaville en devient la capitale.
Il faut donc qu'un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l'effort français dans la guerre. Les événements m'imposent ce devoir sacré, je n'y faillirai pas. En 1944, le général de Gaulle est de retour dans la capitale de la France libre. Il s'agit cette fois de la conférence de Brazzaville. Alors que la guerre se termine, la conférence veut penser et anticiper l'évolution des rapports entre la France et ses colonies africaines. Voilà pour ce rappel signé Jean-Luc Le Héguesier et Likiam Bokolo. Quel a été l'impact du 27 octobre 1940 dans l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale ? C'est un moment très important parce que jusqu'à cette date, il y a l'Angleterre et la Russie soviétique qui sont en guerre. Le reste de l'Europe a plus ou moins capitulé ou cédé face aux forces nazies. Et donc, pour la première fois, un grand État d'Europe, la France, ennemi presque héréditaire de l'Allemagne, la France trouve un territoire, la France résistante, qui lui donne à la fois une légitimité, qui lui donne des soldats et qui lui donne l'assurance presque que, à partir de Dakar, on peut remonter et conquérir l'Afrique occidentale française, le Maghreb français, et de là, pourquoi pas faire une remontée vers la France. C'est un tournant à la fois militaire, psychologique et politique de toute première importance. Alors il y a un nom qui est associé à cette page historique, c'est Félix Éboué. Qui était-il exactement, Félix Éboué ? Félix Éboué, c'est, comment dire, difficile à le présenter. C'est peut-être le symbole de la capacité de l'Empire français à assimiler, comme on dit, ses anciens sujets. C'est un descendant d'esclaves, émancipé par la Seconde République en 1848, donc sa famille. C'est un brillant sujet. Il a passé, comme c'est le cas pour la France, tous les concours. Il a passé tous les stades de l'administration. Et normalement, le dernier stade, c'était de devenir gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Et vous parlez d'un partenariat entre Félix Éboué et De Gaulle. Pourquoi ce partenariat justement entre les deux hommes ? Bon, je pense que l'exception de Gaulle, c'est qu'il n'avait pas de préjugés de couleur. C'est déjà une première chose. En outre, Félix Éboué, c'est un administrateur colonial français. Il n'est pas un Africain, n'est-ce pas ? Donc, il est de l'Amérique française. Et entre les deux hommes, il se passe encore un peu, je dirais, une sorte de coup de foudre politique et stratégique. Éboué sait que le seul espoir pour la France, c'est l'Afrique équatoriale française. De Gaulle le sait aussi. Et donc, le courant passe entre les deux hommes. Moi, j'ai une question à vous poser assez directement. Pourquoi cette histoire, elle est si peu connue ? Moi-même, ça m'étonne aussi, d'abord parce que du côté de l'Afrique, on ne sait pas trop. On a l'impression que la Deuxième Guerre mondiale, c'était une affaire de blancs, pour dire vite. Or, ce n'est pas du tout le cas. L'Afrique occidentale française, et en particulier le Sénégal, a donné des soldats dans la guerre. Parmi ces soldats africains dans la région de Lyon, à Chasselet, l'armée nazie a investi la région, a demandé aux Français blancs, entre guillemets, de rentrer chez eux, et les chars allemands ont roulé sur des centaines de corps français noirs. Donc ça veut dire que il y a une sorte de patriotisme français dans l'Empire à cette époque, et les gens pensent que la libération de la France et la victoire de la France est un préalable pour la suite des opérations. Et donc de Dakar, les soldats affluent, du Tchad en particulier beaucoup affluent, du Congo également, et ça a été un modèle pour le reste du continent. Je dois dire que moi je suis natif de Kinshasa. Pendant longtemps à Kinshasa, il y a eu une grande ville, une grande avenue sous le nom de avenue Charles de Gaulle. Et donc paradoxalement au Congo Kinshasa,
plus qu'au Congo-Brazzaville, on savait que Charles de Gaulle a été le grand homme qui a résisté à l'Allemagne. Était ici. Alors justement, la page n'est pas très connue. Il y a quand même des artistes qui essaient de faire vivre cette page de l'histoire. On va regarder le travail de Baudouin Mwanda. Il est photographe et il est parti justement sur les traces de cette époque, sur les pas du général de Gaulle et des derniers témoins de cette époque. Ces travaux sont exposés à l'occasion de ce colloque qui célèbre ce 80e anniversaire. Un travail de mémoire, bien entendu, indispensable. Reportage Berdi Pambou et Grégory Fontana. Combien de Congolais passent tous les jours à cet endroit? Combien se souviennent? Cet endroit, pour moi, c'est un endroit vraiment historique parce qu'il y a plusieurs choses ont été dites dans cet espace qui est le stade Félix Eboué. Notre nouvelle génération, des fois, on a tendance à ignorer pas mal de choses. Et je dirais même que le fait qu'aujourd'hui, qu'on nous rappelle que le lieu de la France est libre, faire des photos dans ces différents endroits, pour moi, c'est en fait de redécouvrir encore l'histoire du Congo. Et plus largement, toute une page de l'histoire africaine dont les images restent gravées à jamais chez les plus anciens autour d'un seul homme, Charles de Gaulle. Jacques Viry était jeune ce 24 octobre 1940 et pourtant. Le général de Gaulle, c'était un grand chef. Quand nous avons appris tout ce que le général de Gaulle avait fait pour sauver la France, alors c'est comme un libérateur. Même pour nous les Africains, c'est lui qui nous a accordé les indépendances. Sinon, on ne serait pas indépendant, je veux dire. À cause de ces bienfaits que nous avons faits pour sauver la France. La mémoire des anciens à l'épreuve du temps présent, ou quand la curiosité conduit jusqu'à la toute première résidence du général à Brazzaville, un lieu d'histoire pour le moins oublié. C'est vraiment un grand plaisir et surtout de faire un tour et photographier l'endroit auquel le général de Gaulle il dormait. Vous voyez, et je sais très bien que beaucoup de gens qui vivent même à Brazzaville n'y sont pas encore arrivés à cet endroit. Mais je pense très bien que ce sont différents endroits qu'on doit quand même mettre en valeur. Et ça peut commencer justement par ce travail de mémoire. Likiam Bokolo, ce travail de mémoire, il est très important. Et il est très très important, je crois. C'est une page décisive de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire du monde. Parce que sans Brazzaville, la résistance française aurait échoué dès sa naissance. Et donc, De Gaulle reste pour beaucoup d'Africains, surtout au Congo et en Afrique centrale, l'homme de Brazzaville. Moi, quand j'étais enfant à Kinshasa, il y avait une sorte d'apartheid à Léopoldville et les Noirs étaient autorisés à entrer dans la ville blanche jusqu'à l'avenue Charles de Gaulle. Il y avait une vraie rivalité entre les deux villes d'ailleurs. Rivalité, complicité, et c'est vrai que Léopoldville, donc Kinshasa, prétendait être plus riche que Brazzaville. La ville était beaucoup plus grande, il y avait des industries, il y avait le marché, il y avait de l'argent, il y avait une sorte de cosmopolitisme avec beaucoup de Ouest-Africains, alors que Brazzaville, c'est une ville beaucoup plus petite, donnait l'impression d'être une capitale provinciale. Mais en même temps, les échanges étaient très très intimes. Il faut savoir que c'est le même peuple de part et d'autre. Le royaume Téké, qui était là avant l'arrivée de la France, était un royaume sur les deux rives du fleuve, et Brazza a réussi à séduire le Makoko, comme on dit. Stanley n'a pas séduit, il était beaucoup plus violent, s'est imposé dans la partie qui va devenir Léopoldville et aujourd'hui Kinshasa. Likiam Bokolo, en 1944, il y a eu la conférence de Brazzaville. Sur quoi ça a débouché? Il y a eu une nouvelle dynamique du côté du général de Gaulle à ce moment-là. Oui, en 1944, de Gaulle sait que sans l'Afrique, sa mission n'aurait pas réussi. Donc, il s'engage à changer totalement les règles du jeu et donc à assimiler les territoires africains avec la France proprement dite. Donc il n'y a plus d'indigènes.
les droits de la citoyenneté sont donnés, reconnus aux Africains, et du coup, sans qu'on prononce le mot, cette évolution, comment dire, est le prélude à ce qui va se passer, disons, une quinzaine d'années plus tard. Que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage gaulliste? Est-ce qu'il existe encore cet héritage de nos jours ou pas? Disons que enfin, il me semble qu'en Afrique centrale, des hommes politiques de la carrure de Gaulle, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Et il faut à la fois du courage, il faut de l'assurance, il faut le culot de dire ce qu'on pense. Et ça, c'est très, très, très exceptionnel. Je peux même dire que beaucoup de jeunes des écoles ne connaissent pas cette situation. À Kinshasa, il y a une sorte de scandale. Enfin, pour moi, c'est un scandale. C'est que l'avenue du Général de Gaulle a été débaptisée pour devenir platement rue du Commerce. Quelle image il a, le Général de Gaulle, en Afrique et notamment en RDC actuellement? Quand on dit de Gaulle, on dit le grand homme. C'est presque un mythe, hein? C'est le grand homme. C'est l'homme qui a résisté à l'Allemagne grâce à Brazzaville. C'est l'homme qui va faire le fameux discours pour dire bon, le monde a changé. Les populations ont besoin de liberté. On peut se gérer soi-même et chaque colonie africaine peut se gérer elle-même, mais compte tenu de la taille des grandes puissances, donc les États-Unis, la Russie soviétique, etc., il vaut mieux maintenir des liens économiques, des liens culturels et des liens, disons, politiques dans des ensembles qui va donner donc l'indépendance et derrière les relations politiques, économiques, financières, monétaires avec les anciennes colonies françaises. Elie Mbokolo, je voulais, pour ma dernière question, vous faire repartir en arrière avec une voix qui a marqué à cette époque la radio de la France libre de Brazzaville, celle de Félicité Safouès. On connaît peut-être son nom, mais pas toujours sur son répertoire. Elle vous a marqué à titre personnel. Qui était-elle, Félicité Safouès? C'est le mythe. Le mythe. C'est le mythe. Parce que, à mon avis, l'une des plus belles chansons d'amour des deux Congos, pour moi, c'est la plus belle. C'est une chanson qui s'appelle Félicité, jouée par l'African Jazz de Joseph Kabasele et qui chante donc Félicité Mwana Mwasisuka Kitoko. Donc Félicité qui représente, comment dire, le point suprême de la beauté. Tu m'as rendu fou. Enfin bref. Vous arrivez à nous en faire 10 secondes là pour qu'on arrive à entendre? Bon, je n'ai pas la voix de Kabasele, hein, mais il dit ceci. Félicité, mwana mwasisuka botembe. Oya lelo, o bebisi mokili awa, o namopanzi, tala elengia paradiso. Donc elle compare son visage au beau visage qui se trouve au paradis. Pour moi, on n'a jamais chanté l'amour aussi bien en lingala que l'a fait Joseph Kabasele pour Félicité Safouès. Eh bien, c'est une superbe chanson de fin et merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Elie Mbokolo, je rappelle que vous êtes historien. C'était passionnant en tout cas de vous suivre aujourd'hui.